Ce mois de juillet a marqué un moment historique aux États-Unis, car des auditions au Congrès, axées uniquement sur les objets volants non identifiés, ont été menées pour la première fois. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le sujet des soucoupes volantes, une question qui m'intrigue depuis mes jeunes années. Fait intéressant, durant mon enfance, au début des années 80, en tant qu'écolier soviétique, les ovnis n'étaient pas un sujet prédominant. Je me souviens que le célèbre programme télévisé de Kapitsa, évident et incroyable, a abordé les ovnis à quelques reprises, mais le faisait avec un ton sceptique. À la fin des années 80 et au début des années 90, une explosion d'informations concernant les soucoupes volantes a émergé. Des magazines ont publié de nombreux articles sur des individus affirmant avoir eu des rencontres avec des extraterrestres, accompagnés de nombreuses photographies floues et de mauvaise qualité de ces phénomènes. Un incident notable s'est produit en 1989 à Voronej, où une soucoupe volante aurait atterri, ce dont je parlerai plus tard. Pour l'instant, que vous regardiez cela le matin ou le soir, installez-vous confortablement et prenez votre boisson préférée, que ce soit du café ou autre chose. J'ai une profonde fascination pour des sujets comme celui-ci, similaire au célèbre récit de Kaspar Hauser, qui compte près de 2 millions de vues. Je suis attiré par des thèmes qui brouillent la frontière entre la réalité et la fiction, tout en restant intrigants. Tout au long de l'histoire, en dehors des préoccupations concernant la santé et la richesse, l'humanité a lutté avec deux questions philosophiques fondamentales. Que se passe-t-il après notre mort? Bien qu'une véritable compréhension scientifique de l'espace faisait défaut dans les temps anciens, il y avait néanmoins un effort pour conceptualiser l'existence d'autres mondes et la possibilité que nous ne soyons pas seuls dans l'univers, avec des visites occasionnelles d'êtres extraterrestres. Cette notion a été explorée à travers diverses perspectives philosophiques par des historiens et des scientifiques, reflétant la curiosité humaine persistante à propos du cosmos. Les humains ont toujours été animés par le désir d'explorer l'inconnu, et ils ont finalement atteint cet objectif. Au cœur de cette curiosité se trouve la question: qui est là-haut? Pourraient-ils être des dieux ou des êtres similaires à nous qui, pour une raison quelconque, évitent le contact? Ou peut-être sont-ils déjà ici, invisibles? La fascination pour les objets volants non identifiés est depuis longtemps tissée dans le tissu de l'histoire humaine. Aujourd'hui, nous allons examiner ce sujet sous divers angles, allant du scepticisme aux phénomènes indéniables. En revenant sur les auditions parlementaires aux États-Unis, 3 personnes ont contribué à la discussion. 2 d'entre elles étaient des pilotes militaires. David Fravor, un pilote très expérimenté à la tête du squadron Black Aces, et Ryan Graves, un autre pilote qualifié. Les rejoignait David Grush, un officier du renseignement. Les pilotes ont raconté leurs expériences de première main avec des objets volants non identifiés, détaillant à la fois leurs rencontres visuelles et les objets détectés par leur système radar. David Fravor a rapporté sa première observation d'une soucoupe volante en 2004 au-dessus de la Californie. Il a affirmé qu'entre 2004 et 2021, il y avait eu 150 cas d'objets volants non identifiés enregistrés aux États-Unis. Ryan Graves a corroboré cela, notant ses propres observations de soucoupes volantes et affirmant que le Pentagone dispose d'informations sur ces occurrences, les agences de renseignement américaines s'occupant de la question. Il est à noter que tout cela a été déclaré sous serment. David Grush, l'officier du renseignement, a déclaré qu'il est certain que le gouvernement américain détient des débris d'objets volants non identifiés et écrasés. Il a mentionné que le gouvernement est impliqué dans l'ingénierie inverse de ces objets,
afin de comprendre leur technologie pour des applications militaires. De plus, Grush a affirmé que le gouvernement possède plusieurs corps d'êtres humanoïdes qui ne sont pas classés comme Homo sapiens. Ce programme, qui est en cours depuis une période significative, est soutenu par un financement spécialisé. David Grush a également révélé que les personnes qui divulguent de telles informations, y compris d'anciens employés, font souvent face à des répercussions et à des pressions. Cela indique que le sujet est fortement restreint, voire classé comme top secret. En réponse, le département de la Défense des États-Unis a rapidement nié ces affirmations, les qualifiant de sans fondement. Ils ont reconnu qu'ils collectent des données substantielles sur les objets volants non identifiés, mais ont maintenu un haut niveau de scepticisme quant à la crédibilité de ces informations. La plupart des rapports, 99%, peuvent être expliqués par des comètes, des météores, des bolides, des ballons météorologiques, des dirigeables ou divers phénomènes optiques, comme les réflexions et les réfractions de la lumière. Cependant, il existe certains cas que je vais aborder aujourd'hui qui ont été documentés et ne peuvent pas être attribués à des tempêtes, des météores ou à des réflexions de la Lune sur une mouette en vol. Le 9 juillet 2022, la NASA a annoncé la formation d'une équipe dédiée à l'étude des objets volants non identifiés, motivée par des raisons significatives qui seront abordées plus tard. Bien que des groupes se concentrant sur ce sujet existent depuis un certain temps, cette équipe en particulier était rendue publique. Sa création a été déclenchée par la diffusion par le Pentagone d'images notables en 2019, mettant en scène des objets volants non identifiés, communément appelés Tic-Tac. Ces images ont été enregistrées depuis le porte-avions Nimitz, que je vais détailler aujourd'hui. J'ai consacré environ 2 semaines à l'examen des archives, en particulier des documents disponibles sur les sites web du FBI et du Pentagone, ainsi que ceux dans le domaine public qui contiennent des informations fascinantes. Passons tout en revue dans l'ordre. Il est important de noter que les stations de radio locales, en Amérique, étaient assez populaires à cette époque. Il a commencé à évoquer les moutons disparus lors de ses émissions. La première référence connue à une civilisation extraterrestre provient des Sumériens, où une image ressemblante à une fusée volante peut être datée de 3300 AVBGJ-C. De plus, il existe des inscriptions d'Ingir qui se traduisent de par « être céleste » ou « entité divine », suggérant la présence de quelque chose d'inidentifié. De nombreux exemples incluent des figures portant ce qui semble être des tenues ressemblant à des casques spatiaux dans des sculptures rupestres et des œuvres d'art provenant des cultures Inca, Maya et de diverses cultures du Moyen-Orient et égyptiennes. Les scientifiques ont des opinions divergentes sur ces représentations. Certains soutiennent qu'elles représentent des astronautes, tandis que d'autres restent sceptiques, laissant le véritable sens incertain. Dans la mythologie égyptienne ancienne, de nombreux dieux sont censés être descendus des cieux, tandis que certains ont émergé des profondeurs ou du Nil. Le dieu le plus vénéré, Ra, est représenté naviguant à travers le ciel, dans un bateau. De même, la mythologie indienne présente des Vimanas, décrits comme des chars ou des vaisseaux célestes utilisés par les dieux pour survoler leurs armées. Bien qu'il existe plusieurs références bibliques pouvant être interprétées comme des preuves d'êtres extraterrestres, nous ne les explorerons pas, car elles impliquent souvent des tentatives de manipuler des faits historiques dans un récit qui peut facilement glisser vers des théories du complot. Que pouvons-nous dire de manière définitive? Au 1er siècle, à verset J-C, Plutarque raconte une bataille en Phrygie entre Lucullus
et un rebelle espagnol. Juste avant que les armées ne s'apprêtent à s'engager, une grande sphère enflammée est soudainement apparue dans le ciel, instillant la peur chez les soldats, perçue comme un terrible présage. Historiquement, des phénomènes tels que les étoiles filantes, les comètes et les météorites ont toujours été considérés comme de mauvais augures. En fin de compte, les armées se sont dispersées et la bataille n'a pas eu lieu. En 18 après J.C., Tight Live a documenté l'observation d'étoiles brillantes se déplaçant rapidement dans le ciel, au-dessus de Rome et de l'Italie. De même, en 909 après J.C., Léon le Diacre de Byzance a décrit une étoile lumineuse apparaissant à l'ouest qui modifiait sa trajectoire, suscitant émerveillement et crainte parmi les spectateurs. Le célèbre sculpteur italien Benvenuto Cellini a raconté son voyage de Florence à Rome, notant qu'alors que son groupe montait les montagnes au-dessus de Florence pour atteindre la route vers Rome, ils ont aperçu un immense objet sphérique planant au-dessus de la ville. Il a été si frappé par cette vision qu'il l'a consigné dans son journal. Enfin, concernant la région de la Russie, la chronique d'Ustyug du 25 janvier 1677 raconte un incendie important qui a ravagé la ville d'Ustyug. Au milieu des flammes, une grande sphère enflammée est apparue dans le ciel, planant avant de s'envoler finalement. Ces sphères sont remarquées pour brûler ou briller dans diverses couleurs, y compris le violet, le bleu, l'orange vif, le rouge et le vert. Ce phénomène est resté inexpliqué par les témoins. En 1876, le Français Camille Flammarion a publié son premier ouvrage intitulé « Habitants des mondes célestes », qui comportait un long sous-titre faisant référence à des perspectives philosophiques et scientifiques. Principalement, il présentait une discussion philosophique pseudo-scientifique dépourvue de preuves ou de sources, surtout compte tenu des capacités technologiques limitées pour la recherche à l'époque. Au fil du temps, à travers la Première et la Seconde Guerre mondiale, de nombreuses observations d'objets volants non identifiés ont été rapportées. De nombreux militaires ont noté des occurrences étranges dans le ciel pendant ces conflits. Cependant, après la Seconde Guerre mondiale, l'intérêt du public a considérablement augmenté. Le terme « soucoupe volante » ou « plaque volante » en russe a vu le jour le 24 juin 1947, lorsque le pilote privé Kenneth Arnold a rencontré une série d'objets non identifiés dans les airs, alors qu'il survolait les montagnes Cascades dans l'État de Washington. Il a décrit ces objets en forme de disque se déplaçant en chaîne à grande vitesse avant de disparaître, ce qui l'a amené à les qualifier de soucoupes volantes. Cet événement a marqué le début d'une attention médiatique soutenue sur les disques volants. Le 4 juillet de la même année, quelques semaines plus tard, un avion civil DC-3 de United Airlines était en vol. Le pilote et l'hôtesse de l'air ont observé un objet brillant de lumière rouge, ressemblant à une soucoupe, bien que les passagers dans la cabine n'aient apparemment pas pu le voir. Peu après cette observation, le 8 juillet 1947, est survenu l'incident de Roswell, un événement révolutionnaire qui poserait les bases du domaine de l'ufologie. En 1994, les autorités ont insisté sur le fait que l'incident était lié au projet Mogul, qui visait à surveiller la technologie nucléaire soviétique. W. McBrazel, un éleveur de moutons au Nouveau-Mexique, a découvert des débris inhabituels sur sa propriété le 3 juillet 1947, après avoir remarqué que certains de ses moutons manquaient. Il a rencontré une collection de matériaux étranges, éparpillés sur son terrain, y compris de grands morceaux de papier métallique qui, lorsqu'ils étaient froissés, retrouvaient leur forme d'origine.
Il a trouvé des blocs d'un métal inconnu qui étaient inflexibles et imperméables aux coupures ou au feu, restant froids au toucher. De plus, il y avait des cordes ornées de motifs, rappelant des hiéroglyphes ou peut-être des écritures asiatiques. Brazel les a qualifiés de hiéroglyphes, l'association la plus proche qu'il pouvait faire. Avec les débris éparpillés sur sa propriété et ses moutons manquants, Mac, un citoyen responsable, s'est approché du shérif. Il a exprimé son inquiétude en disant « Écoutez, mes moutons ont disparu, je vais les chercher, mais j'ai trouvé quelque chose d'inhabituel sur ma terre. » Curieux, le shérif s'est renseigné sur la situation. Après avoir entendu la description de Mac, le shérif a contacté la base militaire la plus proche, et bientôt des militaires sont arrivés pour rassembler les débris étranges. À ce moment-là, Mac est allé à la radio et a rapporté que la nuit précédente, il avait vu un éclair, entendu le tonnerre et éprouvé un bruit fort. Essentiellement, il y avait des restes d'un objet non identifié, peut-être une soucoupe ou même un ballon, éparpillé dans la région, laissant tout le monde perplexe quant à ce qui était tombé du ciel. Peu après, la diffusion radio a été brusquement interrompue. Par la suite, il y a eu un certain débat concernant le fait de savoir si la diffusion avait réellement été interrompue. Une affirmation faite par le fils du propriétaire de la station de radio. Quoi qu'il en soit, l'incident a suscité une attention considérable. L'armée a rapidement collecté tous les objets sur la terre du fermier, et le matin du 8 juillet, elle a publié un communiqué de presse déclarant que des militaires américains avaient découvert une soucoupe volante et des morceaux de sa coque. Dans la soirée, les journaux du Nouveau-Mexique à Chicago étaient remplis de gros titres annonçant que l'armée avait trouvé un objet volant non identifié. Le terme était déjà devenu largement reconnu, et il était clair pour tout le monde que cette découverte impliquait quelque chose d'extraterrestre. Le 9 juillet, le général Ramey, un responsable de l'Air Force, a publié une déclaration niant les affirmations initiales, disant « Ce n'était qu'un simple ballon météo qui s'est écrasé. » Le fermier et l'armée l'ont mal identifié, ce qui a conduit à un communiqué de presse incorrect. Il n'y a rien à craindre. Ces assurances ont suscité des interrogations, car les journaux véhiculaient un récit différent, suggérant que le gouvernement dissimulait quelque chose. Pendant un certain temps, l'incident a généré un intérêt considérable, mais finalement, il a disparu de l'attention du public. Alors que la vie en Amérique se poursuivait avec ses événements quotidiens, les gens ont largement tourné la page sur l'histoire de la soucoupe volante. Cependant, l'intérêt pour les ovnis a grandi, culminant avec l'émergence du célèbre papyrus de Thule en 1950. La journaliste Tiffany Thayer a publié un article affirmant qu'un ancien papyrus égyptien avait été découvert au Vatican, entièrement traduit, détaillant la première rencontre de l'humanité avec une civilisation extraterrestre et un objet volant non identifié. Cela a déclenché une vague d'hystérie qui a duré quelques années, jusqu'à ce que Thayer soit prise ou avoue que l'histoire était fabriquée et qu'aucun papyrus de ce type n'existait. Pendant ce temps, l'intérêt pour l'incident de Roswell persistait. En 1969, il s'était transformé en une forme de mythologie, conduisant à l'émergence de la zone 51, prétendument un site où le gouvernement américain conservait des corps extraterrestres et des débris de soucoupes volantes. Ce récit a évolué en une théorie du complot, renforçant la croyance du public selon laquelle les autorités dissimulaient des informations, devenant en quelque sorte une blague récurrente parmi les gens. En 1969, un officier nommé Marcel a accordé une interview au chercheur Moore
et Friedman, qui écrivaient un livre sur l'incident de Roswell. Il a présenté des photographies et déclaré « J'étais parmi ceux qui ont découvert la soucoupe volante. Nous avons collecté ces pièces et les avons transportées sur un avion bombardier vers une autre base militaire. Voici mes photos. » Il leur a montré des images de lui avec un morceau de feuille métallique, expliquant « C'est authentique. Par la suite, nous avons reçu l'ordre de garder le silence à ce sujet. Ils nous ont donné quelques fragments de métal et nous ont instruits de dire à tout le monde que ce n'était qu'un ballon météo. Et c'est ce que nous avons fait. En réalité, les matériaux n'avaient aucun lien avec des ballons météo. Les tiges métalliques ne pouvaient pas être coupées ou fondues, et elles ne chauffaient pas lorsqu'elles étaient exposées à la flamme. La feuille se froissait, mais retrouvait sa forme d'origine, tandis que les cordes portaient des marques ressemblant à des hiéroglyphes. Rien de tout cela ne ressemblait à un équipement militaire américain ou japonais connu, indiquant qu'il était entièrement déconnecté de la technologie terrestre. Moore et Friedman ont poursuivi leur enquête en localisant le fils du propriétaire de la station de radio. Il se souvenait « J'étais jeune, mais je me rappelle clairement que mon père interviewait ce fermier qui a commencé à parler d'extraterrestres et d'une soucoupe volante. Soudain, nous avons reçu un appel et la diffusion a été interrompue. Je ne suis pas sûr de quel département gouvernemental ou peut-être de la commission de radiodiffusion est intervenu. Mais ils ont menacé de révoquer notre licence si nous ne cessions pas de créer une panique publique. Étant donné le climat de la guerre froide et le sentiment anticommuniste et anti-soviétique prédominant, ils ont dit que des affirmations concernant des soucoupes volantes soviétiques pouvaient susciter une peur généralisée. Ils ont insisté pour que nous arrêtions immédiatement. Suite à cela, ils ont trouvé un homme nommé Gerald Anderson. Enfant à l'époque, il a raconté « Mon père était voisin de ce fermier, et ce n'était pas qu'une soucoupe. Il y avait 3 corps. Les récits diffèrent. Certains disent 3, d'autres 4. Selon un témoin qui a observé l'accident, les débris sont tombés sur la propriété de Mac, tandis que la soucoupe elle-même s'est posée à quelques kilomètres de là. Ce témoin conduisait avec un ami lorsqu'ils ont aperçu la soucoupe et se sont approchés. Au sol, ils ont trouvé 3 corps. 2 étaient sans vie, tandis qu'un semblait avoir du mal à respirer comme s'il était blessé. Un 4e individu à proximité tentait de les aider, mais lorsqu'il a remarqué les témoins, il s'est recroquevillé par peur. Cela a marqué le début de la mythologie extraterrestre, avec la silhouette et la représentation désormais familière des extraterrestres caractérisés par de grandes têtes et des yeux en forme d'amande. Ces premières descriptions indiquaient qu'ils portèrent des combinaisons fabriquées à partir d'un matériau métallique, ainsi que des bottes similaires. Bien que cela puisse sembler absurde, la vérité demeure incertaine. Néanmoins, certaines personnes ont témoigné sous serment devant le Congrès, affirmant que le gouvernement américain possède des restes biologiques d'êtres humanoïdes. Plus tard, ils ont parlé avec les filles du sergent Brown, un membre de l'équipe qui a récupéré les débris. Les filles ont révélé que leur père avait informé leur mère de la découverte de quelque chose d'inhabituel, précisant qu'il ne s'agissait pas d'un ballon météo et qu'ils avaient reçu l'ordre de prétendre faussement que c'était le cas. Ce récit divergeait entièrement des explications terrestres. En 1977, l'Air Force a reconnu qu'elle menait des tests dans la région, impliquant le largage de mannequins depuis des parachutes. Cela a conduit à une confusion publique, car de nombreux Américains croyaient à tort que ces mannequins étaient des extraterrestres. Le récit a continué d'évoluer, et en 1994,
le gouvernement américain, en particulier le Pentagone, a reconnu qu'un incident s'était produit. Ils ont précisé que bien qu'aucune soucoupe volante ne soit impliquée, leur précédente affirmation concernant un ballon météo était également fausse. En réalité, cela était lié au projet Mogul, un programme qui consistait à lancer de grands ballons dans la stratosphère pour surveiller les technologies atomiques soviétiques en enregistrant des impulsions magnétiques depuis l'espace et en suivant les bases militaires soviétiques. L'un de ces ballons s'est écrasé, entraînant la confusion avec une soucoupe volante. Quelle est l'origine des hiéroglyphes trouvés sur les cordes? Le ballon contenait effectivement des cordes, qui étaient fabriquées à partir de rubans adhésifs produits par des usines de jouets. Elles ne ressemblaient que superficiellement à des hiéroglyphes, éliminant tout élément de mystère. Cela met en lumière la situation telle qu'elle était réellement. Peu après, un récit alternatif a émergé dans les médias suggérant que ces artefacts pouvaient être liés à des bombes japonaises. Comme mentionné précédemment, pendant la guerre, le Japon avait tenté de déployer des armes biologiques sur la Californie en utilisant des ballons. Bien que la guerre se soit terminée à ce moment-là, l'un de ces ballons a continué à voyager et a finalement atteint les États-Unis en 1947. Un développement intrigant a eu lieu en avril 2011, lorsque le FBI a publié un rapport de l'agent Houghton, rédigé en 1947, concernant l'incident. L'agent affirmait qu'ils avaient effectivement découvert une soucoupe et 3 corps. Cependant, le Pentagone a nié l'accès à cette information, la qualifiant de « top secret » et insistant pour que toutes les communications soient dirigées vers le président, empêchant ainsi le FBI d'obtenir des détails. Ce document est disponible publiquement sur le site du FBI, mais il a été largement rejeté, les critiques soutenant que l'agent ne faisait que répéter les rumeurs en cours. Pendant cette période, 2 escrocs au Nouveau-Mexique, Newton et Gebauer, ont trompé des résidents ruraux sans méfiance, en prétendant qu'ils possédaient une technologie extraterrestre pour la radiesthésie, similaire à une baguette de sourcier capable de localiser de l'eau, du pétrole ou de l'or. Ils ont vendu ces prétendues baguettes extraterrestres à des agriculteurs américains naïfs. Cette histoire a été incluse dans le rapport de l'agent du FBI, bien que nous reconnaissions certainement le professionnalisme des agences de renseignement dans le monde entier. Il est difficile de croire que le FBI ait employé quelqu'un d'assez naïf pour rapporter une telle rumeur sur la radiesthésie, tout en affirmant également avoir trouvé 3 corps extraterrestres. La situation est probablement plus complexe que cela, mais elle suggère le contraire. En 1995, une vidéo notable a émergé, attirant une attention considérable. Ce film de 1947, intitulé « Autopsie d'un extraterrestre », semblait dater de la fin des années 1940 ou du début des années 1950 et montrait 2 chirurgiens en blouse blanche et en équipement de protection, accompagnés de 2 individus ressemblant à des soldats, procédant à la dissection d'un extraterrestre et retirant méthodiquement ses organes. Les images ont été vendues à Fox News pour $125 000 et des copies ont ensuite été vendues pour $70 chacune, créant ainsi une activité lucrative. La vidéo a été commercialisée par Ray Santilli, un producteur britannique qui affirmait qu'elle datait de 1947 et se concentrait sur l'incident de Roswell. Il a déclaré qu'il avait acquis les images il y a longtemps, et beaucoup croyaient en leur crédibilité, citant l'apparence apparemment authentique de l'autopsie et le décor adéquatement détaillé. Kodak, le producteur du film, a même proposé d'analyser les images originales pour déterminer leur authenticité, promettant de confirmer si elles étaient légitimes ou fausses.
Le producteur a fourni un morceau de film surexposé qui ne révélait rien de significatif. Bien qu'il ait été confirmé qu'il provenait de cette époque, il aurait facilement pu s'agir d'un morceau de film plus ancien, sans rapport. Lors d'un examen plus approfondi, il a été découvert que le film contenait des affiches qui n'existaient pas réellement en 1947. Parmi elles se trouvait une étiquette « Top Secret » avec une date qui n'était pas applicable à l'époque. Lors des diffusions ultérieures sur Fox News, cette étiquette a été retirée de la présentation. Plus tard, Ray Santilli a admis que le film était en effet une réplique de haute qualité. Il a expliqué « Nous avons créé l'humanoïde en utilisant du caoutchouc et l'avons rempli d'entrailles, de poulet. Cela semble si réaliste parce que je l'ai recréé de mémoire après avoir vu le film original qui montrait une véritable autopsie d'un humanoïde. Je l'ai simplement réassemblé en fonction de ce dont je me souvenais. » Depuis lors, le mythe entourant la Zone 51, considéré comme le site de stockage des corps extraterrestres et des soucoupes volantes, a prospéré. Je partagerai également des détails sur un flash mob qui a eu lieu à cet endroit. Le récit de la Zone 51 s'est encore développé avec un autre incident en 1948, lorsqu'une soucoupe volante a été aperçue dans le ciel américain. 3 avions Mustang d'une base militaire se sont lancés à sa poursuite. 2 sont revenus, tandis qu'un a poursuivi et a disparu. L'avion a finalement été découvert écrasé, avec son pilote décédé, mais l'incident a été rapidement étouffé. En 1951, un autre événement notable s'est produit aux États-Unis, les Lumières de Lubbock. Le 25 août, une série de lumières rouges a été documentée se déplaçant rapidement près de Lubbock, au Texas. De nombreux témoins oculaires ont enregistré l'événement et il a rapidement fait la une des journaux. Le même jour, des professeurs du Texas Technological College étudièrent le ciel lorsqu'ils ont également aperçu la série de lumières rouges. Le lendemain, des radars d'une station d'observation à Washington ont détecté des objets volants non identifiés, se déplaçant rapidement avant de disparaître tout aussi soudainement. Le 31 août de cette année-là, un étudiant nommé Hart a observé la série de lumières rouges 2 fois et a décidé d'utiliser son appareil photo Kodak pour les capturer lorsqu'elles sont réapparues. L'explication officielle donnée au public affirmait que les lumières n'étaient que des reflets causés par le brouillard ou de grands oiseaux, créant ainsi une illusion d'optique. Établie en 1951, l'initiative était axée sur la collecte de données sur les objets volants non identifiés. En 1952, le projet Blue Book a été lancé, commandé par le président des États-Unis pour documenter systématiquement tous les cas de signalement public d'observation d'OVNI. La mission de ces 2 groupes, qui ont ensuite fusionné sous le nom de Blue Book, était simple: enquêter sur la nature des objets volants non identifiés et évaluer toute menace potentielle pour la sécurité nationale des États-Unis. En 1953, l'équipe du physicien Robertson a été formée et tous les groupes ont finalement conclu que ces ovnis ne représentaient pas un danger pour les États-Unis. Un incident remarquable, documenté dans les journaux et soutenu par des milliers de témoins, est connu sous le nom de Washington Merry-Go-Round. Cet événement s'est déroulé sur une période prolongée du 12 juillet au 29 juillet 1952. Il a commencé tard dans la nuit, vers 23h40, soit le 12 juillet, soit le 19 juillet, lorsqu'un contrôleur aérien d'un aéroport à Washington a repéré 7 objets non identifiés sur le radar. Malgré ses tentatives de contact, aucun des objets n'a répondu. Ils restaient soit en suspension,
soit changeait rapidement de direction. Il a contacté un collègue d'une autre station d'observation qui a confirmé avoir vu les mêmes 7 objets. Les engins se sont ensuite dirigés vers Washington, planant au-dessus de la Maison-Blanche et du Congrès. Suite à une série d'appels téléphoniques, 2 chasseurs à réaction ont été déployés à 3 heures du matin, le lendemain, pour patrouiller dans la zone, mais ils n'ont détecté aucun objet non identifié et sont ensuite retournés à leur base. À 5h30 du matin, les objets mystérieux sont réapparus au-dessus de Washington, incitant les journaux à publier des titres sensationnels sur des attaques de Martiens, de Saturniens ou de Vénusiens. De nombreux témoins dans la ville ont signalé avoir vu plusieurs objets volants non identifiés. Puis, le 26 juillet à 21h30, toutes les stations radars de Washington ont détecté à nouveau les objets dans la soirée. Comme d'habitude, il a fallu 2 heures pour coordonner une réponse, en raison des procédures bureaucratiques. À 23h20, 2 chasseurs ont été dépêchés, et l'un d'eux a repéré plusieurs objets volants non identifiés l'entourant. Lorsque le pilote a demandé des instructions à la base, il a été prié de rester silencieux. Le 23, l'incident a de nouveau généré une hystérie généralisée dans les journaux. Le 29 juillet, le département de la Défense des États-Unis a tenu une conférence de presse déclarant que les observations n'étaient qu'un phénomène naturel unique causé par des météores et des bolides venant de l'espace et qu'elles résultaient d'une illusion d'optique. Cependant, des personnes ayant une compréhension basique de l'astronomie ont souligné que les météores et les bolides ne se manifestent pas sur radar, soulevant des doutes sur cette explication. Néanmoins, les responsables ont cherché à rassurer le public autant que possible. Cet épisode est célèbre sous le nom de Washington Merry-Go-Round. À la suite d'incidents comme ceux du Nouveau-Mexique et de Washington, la confiance dans le gouvernement a considérablement diminué, conduisant à des croyances répandues, selon lesquelles les autorités cachaient des informations. Cela a donné naissance à des théories du complot, suggérant que les ovnis nous surveillaient depuis l'espace ou collaboraient avec le gouvernement pour garder des technologies avancées secrètes. Cependant, de telles affirmations reposent en grande partie sur des spéculations. Parallèlement à ces théories, des témoignages d'individus sont apparus qui non seulement affirmaient avoir vu des soucoupes volantes, mais aussi qu'ils avaient été enlevés et emmenés sur des planètes comme Vénus et Mars. Ce phénomène relève de la catégorie des contactés, des personnes qui rapportent avoir eu des rencontres avec des extraterrestres ou avoir été invitées à voyager avec eux. Nous n'explorerons pas ce sujet en profondeur pour le moment, car il se résume finalement à la croyance. Il existe des récits fascinants, comme celui d'un homme qui affirme avoir été enlevé et décrit une expérience de visionner Saturne, malgré le fait qu'il n'ait jamais été dans l'espace et qu'il soit simplement un manager ordinaire. Il fournit des détails précis sur l'effet scintillant, rappelant des lucioles dans l'espace, quelque chose que seuls les astronautes ont pu observer et qu'il n'a probablement pas lu. Bien que discuter de tels récits puisse sembler similaire à partager du folklore, le phénomène des contactés reste un sujet distinct qui mérite d'être considéré. En 1965, une boule de feu brillante s'est écrasée dans la forêt de Kecksburg, en Pennsylvanie, sous les yeux de plusieurs habitants. L'armée est rapidement arrivée, a transporté le grand objet en forme de cône sur un camion et l'a emporté. Peu après, des rumeurs ont circulé selon lesquelles il s'agissait des débris d'un satellite espion soviétique abattu. Cependant, l'objet ne ressemblait à aucune technologie soviétique connue.
cet incident s'est transformé en une légende urbaine à Kecksburg concernant un crash d'OVNI dissimulé. Pendant ce temps, les discussions autour des objets volants non identifiés se sont répandues, menant à l'émergence du phénomène UMO en Europe en 1966. Je m'excuse si je prononce mal UMO. C'est une histoire intrigante qui mérite d'être partagée. Le 6 février 1966, à Madrid, un contacté nommé Peña a été témoin d'une soucoupe volante ornée d'un symbole ressemblant à un hiéroglyphe sur sa partie inférieure et l'a signalé, générant des titres dans les journaux. Plus tard, un autre contacté, Sesma, a reçu des documents dactylographiés provenant de la civilisation Ummo, chaque page portant le même sceau hiéroglyphique. Ces documents ont commencé à circuler à travers l'Espagne et le sud de la France. En 1966, des individus s'identifiant comme Umit ont envoyé 260 lettres comprenant environ 1000 pages dactylographiées à diverses personnes, journaux, bureaux de rédaction, chercheurs et scientifiques. Chaque page comportait un pictogramme distinct. Le contenu de ces lettres révélait qu'un groupe en provenance de la planète Ummo avait atterri sur Terre, spécifiquement en Provence, le 28 avril 1950, pour étudier la civilisation humaine. Il rapportait d'une communication continue par le biais de lettres qui contenaient un mélange d'idées philosophiques et quasi scientifiques, suggérant que les auteurs possédaient une solide compréhension de la philosophie, de la science et de l'astronomie. Au début des années 2000, la collection de lettres s'était élargie à 1300 pages, principalement reçues en Espagne et en France. Le dernier message dans ces pays est arrivé en 2009 et depuis 2012, les Umites ont commencé à communiquer avec nous via Twitter. Ce développement suggère que l'accès à Internet a probablement atteint les Alpes et la Provence. Le contenu de ces lettres aborde la vie sur Ummo, où les individus sont considérés comme des connexions neuronales et où les sens de l'odorat et du goût revêtent une importance significative. Elles font également référence à divers événements, y compris leur arrivée sur Terre pour aider à éviter une catastrophe nucléaire. En 1989, les lettres Ummo accusaient les États-Unis d'avoir créé le sida dans un laboratoire. Elles fournissaient leurs coordonnées, qui, sur la base de preuves indirectes, semblent correspondre au système stellaire Wolf 424. Cependant, les astronomes notent qu'aucun corps stellaire, étoile ou planète n'existe dans cette zone. Les Umites affirment que cette absence est due à la poussière d'étoiles dissimulant leur planète à l'observation. L'éthique de leur société reflète une philosophie néo-kantienne, et certains chercheurs ont noté que le monde dépeint dans ces lettres ressemble à l'œuvre de Jorge Luis Borges, Tlön, Uqbar, Orbis, Tertius. Jorge Luis Borges a écrit un livre qui reflète étroitement ce récit. Divers mouvements, en France et en Espagne, étudient Ummo, proposant plusieurs théories. La première théorie suggère qu'il s'agit de véritables extraterrestres qui nous ont contactés pour nous avertir ou nous protéger d'une guerre nucléaire à travers leurs lettres. La deuxième théorie postule que des groupes de gauche, notamment en Espagne, ont utilisé ces lettres comme moyen de communication secrète pendant la dictature de Franco. Une autre possibilité, c'est que ces lettres proviennent de cultes. La théorie dominante suggère l'implication d'agences de renseignement, telles que le KGB ou la CIA. Les allégations selon lesquelles l'Amérique aurait inventé le sida dans un laboratoire auraient été diffusées par le KGB, tandis que des lettres avertissant du communisme étaient attribuées à la CIA. En fin de compte, en 1992,
Peña, le premier contacté, a avoué avoir fabriqué les lettres avec son groupe. Cependant, des connaissances soutiennent qu'il manquait de l'éducation nécessaire pour produire un tel contenu. Cette situation continue d'exister comme une semi-théorie du complot et un mouvement social significatif, en particulier dans cette région d'Europe. Les années 1960 et 1970 ont marqué le sommet de l'ufologie, façonnant de manière significative la culture de masse à travers des films sur les extraterrestres, des bandes dessinées et de la musique avec des synthétiseurs évoquant des sons extraterrestres, notamment la maison UFE, conçue par Matti Suuronen pour les skieurs, ressemble à une soucoupe volante avec des fenêtres rondes, mettant en avant la praticité dans son cadre montagnard alors que la neige glisse de sa surface. Ces structures sont devenues populaires à travers l'Europe, en particulier dans les stations de ski situées en dehors des zones urbaines, contribuant à un style architectural unique qui a captivé l'imagination de l'époque. Cependant, je dois souligner que ce que j'ai partagé jusqu'à présent constitue des informations semi-confirmées, mêlant des éléments de mythe et de rumeurs. En revanche, il existe des histoires bien documentées, ancrées dans des faits solides. L'incident le plus notable s'est produit en Iran, avant la révolution islamique, le 19 septembre 1976. À 12h30, les habitants du district de Shemiran ont commencé à appeler les responsables militaires, signalant une étrange occurrence dans le ciel. Ils ont décrit un grand objet céleste planant au-dessus, brillant d'une lumière orange et scintillant de teintes oranges, vertes et violettes, visibles jusqu'à 110 km de distance. Leurs rapports ont ensuite été transmis au personnel militaire responsable. Après avoir reçu les rapports, le général Yosefi, le commandant du district, a jugé nécessaire de réagir. Il a dépêché un intercepteur Phantom, un type d'avion de combat. À 1h30, le pilote du Phantom a décollé et a confirmé avoir vu l'objet lumineux à 110 km de distance, recevant des ordres de s'approcher. Toute cette séquence, y compris les communications radio, est soigneusement documentée et accessible, alors que le pilote s'approchait à 40 km de l'objet. Tous les systèmes avioniques se sont soudainement éteints. Chaque système et mécanisme à bord est devenu inopérable. Alarmé, le pilote a fait demi-tour pour retourner à la base, tandis que l'objet restait immobile dans les airs. À 1h40, un intercepteur F-4 piloté par Jafari, qui deviendrait plus tard général de l'Air Force, a été dépêché. Alors qu'il s'approchait de la sphère éblouissante, émettant toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, il a vu un objet plus petit se détacher d'elle. Alarmé, le pilote s'est préparé à tirer un missile, alors que l'objet plus petit se précipitait vers lui. Mais son système de navigation a soudainement échoué, l'empêchant de lancer le missile. Il n'avait d'autre choix que de retourner à la base, avec l'objet plus petit, le suivant de près, frôlant presque son aéronef. Dans un état de panique, le pilote a tenté de s'éjecter, mais a découvert que tous ses systèmes étaient en panne et ne répondaient pas. Alors qu'il s'éloignait de l'objet volant non identifié, son équipement a repris un fonctionnement normal. Il a alors observé 4 autres objets se détacher de l'engin plus grand. L'un d'eux l'a poursuivi, tandis que 2 autres sont restés stationnaires, et un 3e a descendu doucement au lieu de s'écraser. Bien qu'on puisse soutenir que les pilotes et les témoins imaginaient des choses, la technologie avait progressé dans les années 1970, et le radar du champ d'aviation le plus proche a suivi les petits objets alors qu'ils tournaient autour de la tour de contrôle aérien, perturbant tout l'équipement avant de s'en aller.
Jafari a remarqué qu'il n'avait jamais rencontré quoi que ce soit de tel auparavant. Les objets affichaient des vitesses inaccessibles à tout avion militaire. L'engin large était immensément visible, brillant intensément, à une distance de 110 km, tandis que les objets plus petits émettaient également de la lumière. L'un de ces petits objets, qui a atterri au sol, a illuminé les rochers environnants, le rendant indéniablement visible. Chaque petit objet mesurait environ 4 à 5 mètres de diamètre, tandis que l'engin principal ressemblait à la taille d'un bus urbain, moyen ou d'un avion civil Boeing. Le 1er octobre 1976, les communications de Jafari avec la base militaire et l'aéroport ont été publiées, conservées sur bande. Ce même jour, un objet volant non identifié a été observé par l'ambassade américaine au Maroc et l'observation a été signalée à Washington par des canaux diplomatiques. Cet événement entier a été méticuleusement documenté et à son retour à la base, Jafari a été interviewé en présence des responsables américains durant la séance. L'incident de Téhéran a été détaillé dans un document de 5 pages qui décrit les événements minute par minute, reflétant les témoignages de Jafari et du second pilote. L'atmosphère en Iran était chargée, comparable à une explosion, alors qu'il devenait clair qu'ils avaient rencontré quelque chose d'inédit, un objet extraterrestre. Par la suite, la nouvelle de l'événement s'est répandue en Europe et en Amérique, suscitant une hystérie médiatique significative. 10 jours plus tard, Henry Kissinger a déclaré que bien que la situation fût inhabituelle, après avoir consulté la communauté scientifique, ils avaient conclu qu'il s'agissait soit d'un satellite, soit d'une météorite. Cette déclaration a effectivement mis fin à la discussion. En 2007, Jafari a été invité au National Press Club à Washington pour parler des soucoupes volantes, où il a raconté son expérience de 1976 exactement comme il l'avait décrite auparavant. Cela vérifie que l'observation était réelle, avec des témoins et des preuves enregistrées soutenant son récit. Ce n'était pas simplement un cas de oui-dire. Le prochain incident s'est produit le 11 novembre 1979, impliquant un vol commercial espagnol partant de Salzbourg, en Autriche, à destination de Las Palmas. Après avoir atterri à Majorque pour faire le plein et avoir décollé à nouveau, les pilotes ont aperçu une grande soucoupe volante avec des feux de navigation rouges. Au départ, ils l'ont prise pour un autre aéronef, mais ont rapidement réalisé qu'elle représentait un danger, car elle maintenait un cap parallèle au leur. Après avoir consulté le contrôle au sol, le pilote a exécuté des manœuvres d'évasion, mais l'objet non identifié a continué de suivre leur avion, augmentant l'anxiété du pilote. Craignant un potentiel accident, le pilote demande un atterrissage d'urgence et se pose à Valence. Le radar de l'aéroport détecte l'objet non identifié, entraînant un appel à la base militaire la plus proche. Un Gémirage FE1 est dépêché pour enquêter et confirme l'observation d'une grande soucoupe avec des feux de navigation rouges relayant ces observations. Cependant, à mesure que l'avion s'approche, son avionique tombe en panne, provoquant des arrêts de système. Le pilote commence à s'inquiéter de perdre le contrôle, mais parvient à exécuter une manœuvre pour un second passage autour de l'OVNI. L'OVNI se déplace initialement à une vitesse modérée, mais accélère de manière notable à mesure que l'avion s'en approche. Finalement, semblant désintéressé par la poursuite, l'OVNI s'éloigne et dépasse rapidement le chasseur. Alors que le chasseur approche de la réserve de carburant vide, il fait demi-tour vers Valence, tandis que la soucoupe file vers la côte de l'Afrique. Cet incident attire l'attention des médias.
incitant les autorités nationales à se réunir pour discuter de l'événement, et le pilote est interrogé pour obtenir plus de détails. Certaines théories suggèrent que la panne de l'avionique a été causée par des radiations provenant d'une usine chimique près de Valence, qui se serait réfractée dans l'atmosphère et créé une illusion d'optique. Cependant, cela ne correspond pas à la véritable défaillance de l'équipement. Une autre théorie avance que les systèmes du pilote ont été désactivés en raison de la présence de la 6e flotte des États-Unis en Méditerranée, dans un contexte de tension avec l'Iran, alors qu'il se préparait à une opération militaire impliquant des radiations infrarouges puissantes. La technologie en question était utilisée pour neutraliser divers avions et missiles ennemis. Cependant, le pilote espagnol, s'appuyant sur son expérience, a déclaré « Je connais la position de la 6e flotte. En tant que membre de l'OTAN, je suis certain qu'aucune radiation n'a pu m'affecter. » Malgré sa confiance, l'incident a finalement été minimisé. Au départ, il a suscité une attention considérable, devenant un événement national en Espagne, et a été enregistré avec une clarté et un détail remarquables. Cette discussion se concentre sur l'Europe et l'Amérique, mais les événements survenus dans l'Union soviétique étaient également remarquables. De nombreux témoignages oculaires d'objets volants non identifiés ont émergé de cette région, mais seuls 2 incidents ont reçu une attention médiatique significative. L'un de ces cas s'est produit à Petrozavodsk en 1977. Les habitants de Petrozavodsk rapportent avoir vu un immense objet ressemblant à une méduse dans le ciel, projetant des faisceaux de lumière ressemblant à des tentacules. L'objet flotte au-dessus, scintillant dans un spectre de couleurs violet, bleu, jaune et vert, avec des fils de lumière descendant vers le sol. Les locaux observent ce phénomène à plusieurs reprises. Une commission gouvernementale enquête par la suite et suggère que le cosmodrome de Plesetsk, situé à proximité, en est à l'origine. Ils expliquent que les lancements de fusées peuvent parfois créer des réfractions atmosphériques qui donnent lieu à de telles illusions d'optique. Bien que les explications semblent plausibles, certaines maisons à Petrozavodsk présentaient des trous parfaitement fondus dans leurs fenêtres, laissant la cause de cette nuit-là un mystère. Lorsque la commission a examiné ces dommages, elle a suggéré que des garçons du quartier avaient peut-être utilisé des pistolets à air ou des lance-pierres. Les résidents ont rétorqué en se demandant comment des pistolets à air pouvaient fondre du verre. La commission a écarté leurs préoccupations, insistant sur le fait qu'il s'agissait effectivement d'un pistolet à air. Bien que le récit officiel ait été minimisé, les habitants de Petrozavodsk continuent de se souvenir vivement de l'incident. J'ai entendu parler de cet incident pour la première fois dans les années 1990, alors que j'étais à Saint-Pétersbourg. Un ami a raconté « Nous vivions à Petrozavodsk et cela s'est vraiment produit. J'étais enfant à l'époque, mais mon père se souvient des trous dans les fenêtres. Bien que l'incident ait ensuite été minimisé, plusieurs théories circulent concernant un département spécialisé du KGB, qui existait sans aucun doute puisque le KGB était impliqué dans de nombreuses affaires. Étant donné les rapports sur des soucoupes volantes et de nombreux témoins, il était crucial pour eux de gérer la panique et l'information entourant ces observations. Il est évident qu'un département spécialisé au sein du Comité de la sécurité d'État existait probablement pour traiter des questions liées aux technologies extraterrestres. Cependant, le sujet était encore fortement marginalisé par les cercles scientifiques soviétiques. Bien que les chercheurs et les ufologues n'aient pas subi de persécutions ouvertes, comme cela aurait pu être le cas sous Staline,
Ils ont plutôt fait face à du scepticisme et à de la censure. Les universitaires rejetaient souvent leurs enquêtes, insistant sur le fait qu'ils ne devaient pas susciter l'intérêt du public avec des idées sur des soucoupes volantes. Pendant la perestroïka, les médias ont connu une nouvelle liberté pour discuter d'une large gamme de sujets. Des reportages ont émergé sur tout, de la prostitution et de la corruption à la criminalité organisée, ainsi que sur des observations de soucoupes volantes, alimentant les journaux à travers le pays. Un incident notable s'est produit en 1989 à Voronej, spécifiquement dans une zone que les habitants appellent South Park, sans lien avec le dessin animé. Ici, un ovni aurait atterri, témoigné par des écoliers qui affirmèrent avoir vu des extraterrestres en sortir, vêtus de bottes et de combinaisons en tissu métallique. Le lendemain, un journal local à Voronej a couvert l'incident, qui a rapidement été relayé par l'agence de presse TASS et a suscité une attention considérable. Dans les années 1990, des journalistes espagnols se sont rendus à Voronej pour interviewer les enfants, qui étaient depuis devenus des adolescents. Cet incident a même été présenté dans un documentaire intitulé « Le phénomène de Voronej », produit par National Geographic ou un autre média similaire. Cette tendance s'est poursuivie avec des rapports sur des zones anormales dans la péninsule de Kola, des observations inhabituelles au-dessus de l'Altaï et des triangles lumineux. Tant dans la Russie moderne que dans l'Union soviétique, de nombreux cas ont finalement émergé dans la presse. Cependant, je ne me souviens d'aucun incident aussi bien documenté que ceux de Téhéran ou de Valence, et je n'en ai pas rencontré non plus. Ces histoires font partie de notre passé. Aujourd'hui, nous nous retrouvons lors d'auditions au Congrès qui émergent d'un contexte de longue date. Il existe de nombreuses photographies, d'innombrables témoignages oculaires et des vidéos floues prises par des témoins. Bien que tout cela puisse être contesté comme étant faux ou examiné avec scepticisme, l'armée américaine a enregistré des informations sur ces incidents après avoir auparavant nié leur existence. En fin de compte, cela est devenu l'un des cas les mieux documentés de l'histoire moderne. Je fais référence à l'histoire du tic-tac, nommée d'après les Petites Mantes. Ce récit provient de novembre 2004, lorsque le porte-avions américain Nimitz et le croiseur Princeton effectuaient des exercices au large de la côte, près de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Les détails de leur entraînement demeurent flous. Le 10 novembre, le radar du porte-avions et du croiseur a détecté des objets volants non identifiés dans le ciel. L'information a été transmise au capitaine des navires, bien que je ne me souvienne pas lequel des deux a fait le premier rapport. Quoi qu'il en soit, le capitaine du navire qui l'a détecté en premier a ordonné à son équipe de réinitialiser les appareils électroniques, écartant les objets comme étant des absurdités et simplement stationnaires. Après avoir redémarré les systèmes de détection, il est devenu encore plus évident qu'il y avait un groupe d'objets volants non identifiés dans les airs. À une altitude de 8500 mètres et à des vitesses de 190 km/h, les objets non identifiés apparaissaient, disparaissaient et réapparaissaient pendant plusieurs jours. Puis, le 14 novembre, ils se sont à nouveau manifestés, incitant le porte-avions à dépêcher des intercepteurs, spécifiquement un avion d'attaque Hornet accompagné de 2 chasseurs. Le Hornet, piloté par Kurt, a ensuite rencontré un tourbillon à la surface de l'eau d'environ 100 mètres de diamètre. Le tourbillon était présent parce qu'un objet en forme de croix, ressemblant à la silhouette d'un avion Boeing, se trouvait en dessous,
mais aucun accident d'avion n'a été signalé à ce moment-là. Ils ont vérifié auprès de toutes les agences concernées et n'ont trouvé aucun avion manquant sur le radar. Au-dessus de l'eau, il y avait également un objet plus petit qui attirait un autre objet ressemblant à des mantes, tic-tac. L'un des chasseurs a alors effectué des manœuvres agressives dirigées vers ces tic-tac volants. Les tic-tac ont habilement évité les manœuvres agressives du pilote, modifiant brusquement leur trajectoire et disparaissant, tout comme la perturbation à la surface de l'eau. Après être revenus au porte-avions, les pilotes ont rapporté leurs observations. Par la suite, le commandement du porte-avions a décidé de déployer 4 Super Hornets supplémentaires, équipés de systèmes d'enregistrement infrarouge. Les Hornets se sont approchés du groupe d'objets volants non identifiés et ont commencé à les enregistrer avec des capteurs infrarouges, car les caméras standards étaient inefficaces. Les objets flottaient soit à une altitude de 18 km, soit descendaient rapidement à seulement 150 mètres au-dessus de l'eau. Pendant ce temps, l'équipement infrarouge a documenté toute l'activité jusqu'à ce que les objets volants non identifiés finissent par partir, l'équipage du porte-avions capturant toutes les images. En 2004, le commandement a gardé l'incident totalement confidentiel, ordonnant à tous les pilotes de garder le silence à ce sujet. Cependant, en 2017, un petit extrait a été publié par l'organisation de recherche privée To the Stars, annonçant l'existence d'un enregistrement authentique de la marine américaine qu'ils avaient récupéré en 2007. 3 ans après l'incident, l'enregistrement a été découvert sur les serveurs de Vision Unlimited, une entreprise spécialisée dans les effets spéciaux. Il y était stocké comme un exemple de la façon dont les objets extraterrestres et les soucoupes volantes devraient apparaître et se déplacer. L'identité de la personne qui l'a téléchargé reste inconnue. Ils ont partagé ces images avec nous, que nous avons ensuite présentées. Beaucoup ont rejeté l'enregistrement comme un faux ou des absurdités. Cependant, l'un des pilotes du Hornet a ensuite affirmé que les images étaient authentiques et faisaient partie d'un enregistrement de 10 minutes produit par leur avion. Après avoir atterri sur le porte-avions Nimitz, le commandement a contacté des autorités supérieures, ce qui a conduit à l'arrivée d'un hélicoptère qui a confisqué tous leurs enregistrements et réinitialisé les systèmes d'observation et les radars à bord. Tout le monde a été contraint de signer un accord de non-divulgation, affirmant qu'ils n'avaient rien vu et ne savaient rien. Tant le croiseur que le porte-avions ont réinitialisé tout leur système. Mais les journalistes ont continué à interroger l'armée. En 2019, la marine a officiellement confirmé l'authenticité de ces vidéos, déclarant qu'il s'agissait d'enregistrements authentiques. Ils ont également révélé l'existence d'une autre vidéo prise depuis le pont du porte-avions Theodore Roosevelt à un autre endroit, où des phénomènes similaires avaient été observés et vérifiés. Les audiences fermées qui ont suivi au Congrès ont été classées Top Secret. Finalement, en 2020, le Pentagone a publié ces enregistrements sur son site officiel, les rendant accessibles au public. Les images montrent de petits points se déplaçant dans l'espace et ont été capturées à l'aide de systèmes de surveillance infrarouge. Comment cela peut-il s'expliquer? Ce ne sont ni des bolides, ni des météores, ni des reflets d'oies au clair de lune, ni des radiations. Le Pentagone a déclaré qu'il n'y avait pas d'explication à ces phénomènes. Ils ont été témoins par de nombreuses personnes. Enregistrés avec un équipement hautement sensible, les événements demeurent inexpliqués. Nous avons rencontré quelque chose qui dépasse notre compréhension. Très probablement, cela ne provient pas de la civilisation humaine. Cette documentation est disponible en libre accès sur le site web du Pentagone
sans aucune inscription. Il est facile de les rejeter comme des fous avec leurs soucoupes volantes, mais il existe de véritables explications à ces phénomènes. J'ai fourni au moins 3 exemples que l'humanité n'a pas encore compris. Des gens ont été témoins de ces événements. Et à mesure que la technologie progresse, l'équipement continue de capturer ces preuves. Les ufologues ont fait face à des critiques significatives, mais le phénomène a également gagné en popularité dans la culture pop, alimentée par des journalistes qui l'ont développé. Cependant, il y a des individus qui deviennent complètement obsédés. Un cas notable est celui de Gary McKinnon, un hacker écossais qui était passionné de jeux vidéo depuis son enfance. Dans les années 1990, il a commencé à programmer et à développer une obsession pour l'incident de Roswell, ce qui l'a poussé à chercher sans relâche des preuves de vie extraterrestre et à se demander comment le gouvernement pourrait dissimuler de telles informations. Il a commencé à coder et à développer des logiciels malveillants de type Trojan, piratant les serveurs de la NASA du 1er février 2001 au 19 mars 2002. Cependant, il ne s'est pas engagé dans le vol. Il a simplement accédé au système. Il a déchiffré des mots de passe qu'il trouvait étonnamment simples, entrant souvent « admin » comme nom d'utilisateur et laissant le mot de passe vide pour accéder. Il a expliqué qu'il avait retracé certaines des adresses IP grâce à des informations accessibles au public. Finalement, il a réussi à pirater la NASA, mais a été attrapé à cause d'une erreur de fuseaux horaires. Dans un acte peu professionnel, il a téléchargé des données du site de la NASA vers son email personnel. Les autorités s'en sont rapidement aperçues et ont demandé son extradition, ce qui a déclenché un long processus qui s'est poursuivi jusqu'en 2010. En fin de compte, les décisions concernant son extradition ont changé plusieurs fois.